Mesdames et messieurs, nous allons commencer la réunion. Donc au nom de toute l'équipe municipale, je vous souhaite la bienvenue au foyer des campagnes que nous sommes ravis de retrouver, je pense tous, pour la première fois depuis bien longtemps. Cette réunion, c'est une réunion de présentation du pré-projet qui aura lieu sur la cave coopérative. Donc cette présentation, elle va vous être faite par Monsieur Garcia Diaz du cabinet d'architecture, Monsieur Mirabel et Monsieur Rigaud de la société GGL et Monsieur Franck, qui est directeur du CPIE de Montpellier, qui animera la réunion et qui prendra aussi l'animation des groupes de travail dès le mois de juin. La réunion de ce soir de présentation, elle n'est pas faite pour remettre en cause le projet en lui-même. Elle est faite pour vous expliquer comment va s'aménager et s'articuler la création de cet écoquartier, quel va être le rôle de la cinquantaine de personnes qui s'est inscrite dans les groupes de travail, qui travailleront avec Monsieur Franck. Et d'ailleurs, je souhaite remercier toutes ces personnes pour leur investissement et leur participation à la création en fait et à la requalification, enfin à la création de ce nouveau quartier et à la création et à la requalification de ce site laissé à l'abandon depuis plus de 15 ans, qui, j'en suis certaine, comme toute l'équipe municipale, lui redonnera vie parce que c'est un lieu emblématique et qui a marqué l'histoire de notre Poussan. Voilà. Et sans plus tarder, puisqu'on a pris un petit peu de retard avec tout le protocole Covid qui devait être mis en place, je vais laisser la parole à Monsieur Franck pour qu'il vous présente la réunion de ce soir. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Bruno Franck. Je suis le directeur d'un CPIE juste à côté à Montpellier. Peut-être que, probablement, sur votre territoire, vous connaissez le CPIE Bassanto. On a exactement les mêmes missions, c'est-à-dire que je m'occupe d'une association qui fait à la fois de la sensibilisation sur l'environnement, on intervient beaucoup dans les écoles, et puis qui accompagne des dynamiques participatives autour des questions de transition écologique. Et à ce titre-là, effectivement, on a accompagné des démarches de développement durable, des démarches autour de plan climat, et un certain nombre de démarches dans le cadre d'écoquartiers pour intégrer, effectivement, de la façon la plus avancée possible, les questions d'environnement, les questions de mobilité, les questions de maîtrise de l'énergie dans le cadre de projets. Donc l'idée de ma mission, c'est de favoriser la participation citoyenne dans le cadre du projet, de définir un certain nombre de règles du jeu et de les faire appliquer pour qu'effectivement l'ensemble de ces débats soient marqués par la bienveillance et puis surtout qu'ils soient constructifs. Et pour que ces débats soient constructifs, il faut à la fois bien identifier la gouvernance du projet, c'est-à-dire qui décide quoi, et se poser la question de l'ensemble des marges de manœuvre, et vous verrez qu'elles existent et qu'elles sont relativement grandes, sur lesquelles il faudra travailler. Dans le cadre de la démarche, mais j'en parlerai tout à l'heure dans la présentation, puisque la présentation aura une double dimension, la plus grosse partie sera consacrée au projet pour qu'effectivement vous puissiez avoir un maximum d'informations qui pourront vous donner envie de poser des questions, mais peut-être aussi de vous impliquer dans les groupes de travail. Et puis on vous présentera ce processus de participation, comment on l'imagine, qu'est-ce qu'on a déjà pensé avec d'ores et déjà 2 réunions pour chacun des groupes de travail, une au mois de juin, une au début de l'automne, pour effectivement que vous puissiez être force de proposition dans le cadre de ce projet, pour que ce qu'on appelle l'expertise d'usage, l'expertise du quotidien, le fait qu'en tant que personne habitant ici, vous avez des idées autour de la question d'un certain nombre de problématiques de cheminement, de liens avec le reste de la commune, de liens avec des lieux qui paraissent importants, des questionnements autour de la valorisation du patrimoine sur ce site et ainsi de suite. Donc voilà un peu ce dont on discutera. L'objet de cette réunion, c'est que dans 1h30, quand vous repartiez, vous ayez à la fois plus d'informations sur le projet, sa nature, sur un certain nombre d'éléments très très opérationnels qui sont imaginés, que vous ayez conscience de la temporalité du projet, c'est-à-dire qu'au stade où on en est aujourd'hui, il y a encore plein de choses qui restent à décider et que si un certain nombre de réponses ne peuvent pas vous être apportées, c'est pas
par manque de transparence, mais c'est parce que plein de choses sont encore à décider dans le cadre du cheminement du projet. Et puis c'est aussi que vous puissiez poser des questions autour de la question de cette démarche participative qui a été souhaitée dans le cadre de la commission d'urbanisme pour venir bonifier le projet sur un certain nombre de marges de manœuvre qui existent encore, et que peut-être un certain nombre d'entre vous se disent qu'au-delà des 50 personnes qui sont déjà mobilisées, vous pourriez venir participer à ces ateliers puisque c'est encore ouvert et que vous pouvez encore faire acte de candidature en vous adressant aux mails qui existaient déjà et sur lesquels une cinquantaine de personnes se sont inscrites. Donc voilà, l'idée c'est que dans 1h30, vous ayez à la fois plus d'informations sur le projet lui-même et puis sur le processus participatif, à la fois avec l'intervention liminaire qui va vous être faite et puis avec le jeu de questions autour de ce projet et d'un certain nombre de questionnements que ça va pouvoir faire naître. Donc sans plus tarder, je passe la parole aux aménageurs pour effectivement vous présenter le projet globalement, le projet architectural, et je rajouterai quelques éléments sur la participation elle-même. Merci Bruno, merci. Bonjour à toutes et tous. Avant de vous présenter le projet, voilà, nous tenions à nous présenter à vous et nous sommes très heureux de voir que vous avez répondu très nombreux en ce premier jour de déconfinement, voilà, pour venir découvrir ce projet qui nous tient tous à cœur. Je tenais à vous présenter l'équipe parce qu'un projet, ça ne se fait jamais seul. C'est un travail collectif. C'est un travail qui demain va être élargi dans le cadre de ces groupes de travail qui vont être mis en place. Donc aujourd'hui, l'ossature de notre équipe, elle est constituée donc autour du groupe GGL que je représente en qualité d'associé. Donc ils sont porteurs de ce projet qui, vous allez voir, n'est pas un simple projet immobilier. C'est un projet qui a une autre valeur à nos yeux. C'est un projet structurant, c'est un projet d'aménagement. Donc c'est en qualité d'aménageur aujourd'hui que je me présente à vous, parce que la vision qui va découler de ce projet, c'est une vision véritablement d'aménagement à l'échelle du quartier. Et ça faisait partie des éléments de cadrage qui avaient été demandés par la commune, parce que tout le monde a bien en tête que ce projet n'est pas un projet commun, c'est pas un projet anodin, c'est pas un projet de plus, c'est pas un simple projet immobilier. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai la chance de bien connaître la commune, on connaît bien notre territoire, et voilà, la réponse qui a été proposée avec le cabinet Garcia Diaz, qui va vous présenter plus en détail le projet, recouvre un certain nombre de problématiques, et donc on sera volontiers disposé demain à en discuter avec vous, parce que tout ça va venir enrichir le projet et d'une certaine façon pérenniser notre action et voilà, amener de la qualité, qualité de vie, qualité d'usage aux personnes qui vont y habiter, mais pas que, à l'ensemble du quartier. Voilà, c'est un projet qui a l'ambition aussi d'amener une dynamique à l'échelle du quartier, une dynamique positive qui va favoriser le cadre de vie de l'ensemble des gens du quartier, de l'ensemble des gens de Poussan dans cet environnement. Préalablement à la présentation du projet, voilà, l'équipe autour de nous, elle est constituée, quand on travaille sur un projet de cette nature, on a un architecte, et là en l'occurrence un architecte urbaniste, qui a dézoomé, et un petit peu avant de travailler à l'échelle parcellaire, qui a dézoomé sur un certain nombre de problématiques, mais il n'a pas fait ça seul, il s'est appuyé sur des diagnostics réalisés par des experts dans divers domaines, et la liste n'est pas exhaustive. Aujourd'hui, les enjeux qui nous préoccupent assez systématiquement, ce sont des enjeux hydrauliques, des enjeux environnementaux, des enjeux techniques. Et dans le cas d'espèce, on a un bâtiment, donc on a toute une problématique de déconstruction aussi à appréhender. Donc voilà, le cabinet Socotec nous amène son expertise. Bruno Franc, effectivement, est venu rejoindre cette équipe dans le cadre de ce travail participatif qui va venir nourrir le projet. Et d'autres expertises seront peut-être nécessaires demain en fonction des questions qui vont se poser pour venir affiner, apporter des réponses plus précises voilà, aux questions qui pourraient se poser demain. Je vais laisser la parole à Antoine Garcia Diaz qui va vous présenter maintenant plus en détail le cheminement qui a conduit à un projet voilà, de qualité, je pense. Merci. Bonsoir tout le monde. Je vais vous présenter brièvement une esquisse de ce projet. J'insiste bien sur le fait que nous n'avons pas, à ce stade, un projet abouti. C'est essentiellement des prescriptions qu'on essaie de donner, des orientations. Et comme cela a été dit, nous attendons beaucoup de ces ateliers pour nous permettre de perfectionner
dans tous les domaines, ce projet. Nous, ce qu'on vous livre ce soir, ce sont des orientations telles que nous les pensons, en espérant qu'elles vous conviennent, mais les ateliers sont là aussi pour orienter différemment si nécessaire. Mais la première chose que je voudrais vous dire ce soir, c'est que quand vous voyez votre commune, la partie agglomérée de votre commune, avec son entrée principale qui se situe ici, un centre-ville, des équipements répartis, que ce soit école, mairie, etc., le collège, c'est important aussi à cet endroit-là. Et vous voyez que ce n'est pas un site qui est en lisière de votre commune. C'est un site qui est déjà central. Et c'est bien le propre, je travaille sur d'autres sites de caves coopératives, on a toujours ces situations qui à un moment donné étaient extérieures aux communes, mais qui sont, par l'avancement de l'urbanisation et le temps, devenus des espaces centraux. Donc, première réaction, c'est que ce n'est pas, Jean-Roch Mirabel vous l'a dit, c'est pas une opération banale d'architecture, on fait un projet, etc., on construit des logements. Non, c'est un projet qui intègre beaucoup d'autres éléments qu'il ne faut pas louper, parce que des sites comme ça, ils sont rares. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Évidemment, lorsque on commence à travailler sur un projet de ce type, on veille à ce que nous soyons parfaitement cohérents avec les règles d'urbanisme. Vous avez un plan local d'urbanisme, et bien évidemment, le projet se trouve ici, dans un secteur qui est bien identifié dans votre plan local d'urbanisme, avec des contraintes d'implantation des constructions, avec des contraintes de hauteur, avec des contraintes d'imperméabilisation ou de perméabilisation du site, etc., etc. Notre projet, je peux vous le dire, est parfaitement conforme à ces prescriptions. Et dans beaucoup de domaines, comme la désimperméabilisation des sols, va bien au-delà des objectifs du plan local d'urbanisme. En ce qui concerne le site actuel, vous avez mais vous le connaissez, il y a les bâtiments imposants d'une cave coopérative, mais il y a aussi des bâtiments et des ouvrages annexes, comme les grandes cuves. Lorsqu'on a fait une étude de perception de la cave coopérative des alentours, lorsqu'on arrive sur la route de Sète, etc., la cave coopérative n'est pas très perceptible. C'est essentiellement les tours, ces cuves, qui sont les plus visibles. L'autre élément important aussi de dire, c'est que la superficie actuellement de la parcelle, qui est entourée ici en rouge, voilà ici, représente 6800 mètres carrés. Elle est imperméabilisée à 100%. Ce qui est en rouge, ce sont des bâtiments ou les cuves, et ce qui est en gris, ce sont des aires d'évolution des camions, etc., mais totalement imperméabilisés. L'élément aussi qu'il apparaît, et je dirais 70 à 80% des caves coopératives de notre belle région sont toutes faites pratiquement sur le même modèle, c'est qu'il y a un fronton ici, auquel est adjoint une partie du bâtiment, enfin une tranche de bâtiment ici, qui n'est pas du tout utilisée pour les besoins de la cave. C'est-à-dire qu'il y a des bureaux, il y a des éléments comme ça. Donc c'est une structure et un bâtiment qui est un petit peu à part. Et ensuite, vous avez derrière, vous le voyez ici, tous les grands volumes dans lesquels il y avait les cuves, etc., etc. Et ce fronton-là est assez typique des caves coopératives de notre région. La partie intérieure est assez particulière,
Mais on rencontre aussi cette construction dans beaucoup d'autres édifices, et nous avons travaillé sur un certain nombre pour connaître bien ces principes-là. C'est que la structure du bâtiment, où il y a les cuves, donc c'est 90% du bâtiment, la structure repose sur les cuves elles-mêmes. Et donc on a un gros souci, c'est que dès lors qu'on veut dégager ces cuves, ou en tout cas une partie de ces cuves, tout s'effondre, parce qu'on sait difficilement maintenir la structure. Donc ça, c'est... Socotec, le bureau de contrôle, le confirmera plus en détail. Pour l'instant, on n'a pas fait toutes les investigations, etc. Mais en tout cas, c'est une structure spécifique. Il faudra tenir compte. En d'autres termes, en dehors de la partie frontale, sur une épaisseur à peu près de 6 mètres, tout le reste, il faudra tout démolir, parce qu'on ne pourra pas utiliser des parties en enlevant simplement les cuves. Alors, en ce qui concerne maintenant les propositions que nous avons faites, les premières idées, les premières propositions, c'est d'une part que ce projet doit être structurant pour la commune, et l'autre point qui me paraît, en tout cas pour moi fondamental, c'est qu'il ne faut pas gommer la mémoire de ce site. Alors d'abord, pour ce qui concerne la position de cette cave, de ce site, par rapport à la commune, pour l'instant, nous n'avons fait esquisser quelques réflexions, mais il faudra se poser des questions sur la voie de desserte principale qui se trouve ici. Donc c'est la rue de la Cave coopérative, mais aussi des questions sur des percées visuelles, sur des liaisons vers le centre-ville, vers la mairie, vers le collège. Ce sont des choses qui dépassent le site même de la cave coopérative, mais et je pense qu'au niveau des groupes de travail, il faudra aussi s'interroger sur ces questions-là. L'autre point, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la mémoire de ce site. Là, on vous a mis que quelques images, mais c'est quand même presque un siècle de vie dans la commune. Il y a énormément de manifestations de tout genre qui se sont passées là. Et c'est vrai que dans un certain nombre de personnes vivant encore sur votre commune, il y a quand même une histoire importante qui s'est passée là. Donc voilà, pour nous, ça, il faut qu'on retrouve cette image. Maintenant, en ce qui concerne les premières idées du projet, pour nous, c'est d'abord conserver le fronton ici et ce bâtiment qui fait de l'ordre de 6 mètres de profondeur. Pour nous, ce bâtiment ne doit pas être utilisé pour de l'habitat, pour du logement, etc. Pour nous, ce bâtiment doit être dédié aux activités collectives. Rez-de-chaussée, y compris, il y a des volumes avec des hauteurs sous plafond très importantes au premier étage, etc. C'est vraiment utiliser ces volumes-là pour servir non seulement le projet en termes d'activité collective, mais aussi pour les besoins de la commune, si nécessaire. Là aussi, c'est un débat qu'il faudra avoir, quoi mettre dans ces volumes-là. L'autre sujet important, c'est que nous estimons qu'il faut rétablir un parvis de grande qualité devant, en entrant sur le site, et du stationnement également public qu'il faudra intégrer.
Ensuite, lorsqu'on a passé ce bâtiment, nous pensons qu'il faut de grandes trouées ici, entre la place, le parvis et ce grand patio que nous avons appelé le patio des vignes, comme ça. J'espère aussi que sur les noms, on aura d'autres idées. C'est quelque chose qui est un peu plus intime, s'il n'a pas le même caractère public que celui-ci, mais en même temps accessible par les habitants du quartier et d'autres là. Et nous l'avons appelé le patio des vignes, vous verrez tout à l'heure une ou deux images. C'est que nous pensons que là, il faudra aussi fouiller l'ensemble des volumes de la cave et récupérer des tas d'objets qu'il y a. Moi, j'en ai vu quelques-uns en me baladant. Des tas d'objets qu'il y a et les exposer certainement là. Parce que la mémoire du site, c'est pas uniquement ce volume, ce fronton, mais c'est aussi des tas d'ustensiles, etc., qui servaient à l'activité de la cave. Le bâtiment que nous avons mis ici, qui est en bleu, c'est à rez-de-chaussée. Nous estimons qu'il faut, enfin nous proposons en tout cas, qu'il faut, mais nous en sommes convaincus, après peut-être que les différents ateliers vont nous dire le contraire, mais en tout cas, moi je défends mes idées aussi, nous pensons qu'à rez-de-chaussée ici, le long du chemin de la coopérative, il est indispensable d'avoir des services. Des services, pas forcément du commerce, mais des services à cet endroit-là. Parce que ce que nous voulons, c'est lorsque on va passer le long ici du chemin de la coopérative, c'est d'avoir de grandes percées visuelles et aussi physiques pour qu'on puisse aller dans ce grand patio, central. Au-dessus de ce rez-de-chaussée, qui évidemment va avoir une hauteur sous plafond de l'ordre de 3 mètres, 3 mètres 50, il va y avoir du logement. Et ensuite, ces éléments-là, c'est également du logement. Nous les avons implantés comme ceci parce que tout ce qui est vert, un peu vert là, ici, tout ceci, c'est de la pleine terre et c'est de la haute végétation qu'on va planter ici. C'est très agréable pour la qualité de vie des personnes qui vont habiter là, mais en même temps, c'est faire preuve de désimperméabilisation du site parce que là, nous sommes en pleine terre. J'ai oublié de vous dire aussi que nous proposons de rentrer au sous-sol ici, et l'ensemble du stationnement nécessaire se fait sous bâtiment. Il n'y a pas une seule voiture qui soit admise sur le site, en dehors du stationnement public ici, pour amener éventuellement des éléments à ces espaces-là, etc. Mais en tout cas, sur le site ici, il n'y a strictement aucune circulation de voitures. Je vais aller peut-être un peu vite. Voilà, en termes de principe d'aménagement, de plan de masse. Ceci risque d'évoluer en fonction des programmes définitifs qui sera dédié au projet, la typologie des logements, etc. Mais ce que nous avons souhaité proposer, c'est qu'il y ait des logements qui disposent d'une grande variété d'orientation. Ça, c'est bon pour les questions environnementales, etc. Mais c'est aussi parce qu'il y a des vues très intéressantes par endroit sur le paysage lointain, en particulier vers l'est. Mais c'est aussi pour casser un effet monolithique des bâtiments. L'image que l'on a aujourd'hui, ces grands chais monolithiques, c'est casser un peu ça. Donc nous sommes avec des toitures, vous voyez, qui sont relativement cassées, c'est pas uniforme. Et ce que nous proposons aussi, c'est de très très grandes terrasses adjointes au logement.
Aujourd'hui, je vous le précise, on n'a pas encore travaillé sur le détail de chaque logement, etc., etc. Mais ce que nous avons déjà intégré, c'est de donner une très très grande qualité de vie aux logements qui seront là, et qualité d'usage aussi. C'est la tranquillité, c'est les vues, c'est des espaces extérieurs de grande qualité, etc. Donc voilà, et donc vous voyez ici le parvis. Cette partie-là que nous avons bien végétalisée, il y a quelques arbres qu'on va bien évidemment maintenir. Et voyez la végétalisation complète de ces ensembles-là. Voilà une image de ce que pourrait être le nouveau parvis du site. Donc le fronton, pardon, je me trompe à chaque fois, le fronton qui est maintenu ici, avec ce bâtiment d'une épaisseur d'environ 6 mètres. Bien évidemment, des activités collectives ici à rez-de-chaussée, mais en même temps, des traversées piétonnes vers le patio central. On a commencé à travailler sur les questions architecturales, etc. Ce que nous proposons, c'est, lors de la déconstruction, c'est d'avoir un important travail sur la récupération des matériaux de façade en particulier. C'est aussi une richesse d'avoir toutes ces pierres qui existent sur le site. Plutôt que de les emporter par camion, c'est de les stocker, etc., et de les réutiliser sur place. C'est ce que vous voyez, ces revêtements ici, mais y compris sur les bâtiments qui seraient à l'arrière. Une autre image que nous vous proposons, c'est le patio, une idée du patio central, qui est qui est plus verdoyant que le parvis, parce que l'intérêt aussi d'avoir un parvis, c'est qu'on peut recevoir des manifestations diverses, comme il existait d'ailleurs avant que la cave ne ferme. Et ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est que nous proposons d'avoir, ça existe, hein, c'est dans les caves coopératives, c'est de recueillir tous ces éléments qui existent et évidemment les mettre en valeur, les nettoyer, etc., et puis les exposer dans ce patio des vignes, où nous voyons aussi, bien évidemment, de la végétation, des arbres, parce que l'intérêt aussi, c'est de faire en sorte qu'on travaille dorénavant dans tous les projets d'architecture sur les questions de chaleur, etc. Nous allons, tout le monde en est convaincu, vers des étés de plus en plus chauds, etc. Et ça, il faut le prendre en compte dès maintenant, non seulement en disant on va planter quelques arbres, mais également en travaillant sur les essences, etc., etc. Donc je vais aller assez vite pour ne pas trop monopoliser la parole. Le deuxième sujet qui nous est apparu important, c'est le chemin de la cave coopérative. Nous pensons que ce projet doit aller de pair avec une réflexion sur le réaménagement de ce chemin, qui doit se faire certainement, évidemment, par étapes, etc. Mais en tout cas, nous ne voyons pas livrer l'ensemble du site de la cave coopérative dans sa nouvelle configuration s'il n'y a pas eu au moins sur son linéaire un travail sur le chemin actuel. Parce que le chemin actuel, c'est ça. Mais vous le connaissez mieux que moi. Voilà les images du chemin actuel. Il n'y a pas un arbre. Les voitures peuvent aller à de grandes vitesses parce qu'il n'y a pas de travail fait pour la limitation de la vitesse dans ce chemin. Et donc nous vous proposons, là aussi c'est encore à travailler, c'est d'une part de permettre un peu de stationnement par endroit le long du chemin, de planter. J'ai une forte végétalisation du chemin. Également, dans cette partie-là, à ce carrefour-là, c'est faire une zone partagée, ce qui limite la vitesse et permet au carrefour de fonctionner, mais aussi permet aux piétons de traverser.
Donc voilà, c'est les grands principes que nous proposons. On vous a fait une image ici de la transformation telle que nous la voyons du chemin de la coopérative. Et pour finir, la partie qui me concerne, et je te repasserai la parole après, c'est que le programme qui pour l'instant est envisagé, qui peut être modifié, c'est le nombre total de logements est de l'ordre d'une centaine. Ce que vous voyez en rouge ici, ce sont les activités et les services le long du chemin de la coopérative. Et comme vous le voyez ici, c'est de grandes traversées vers le patio central, le parvis qui se trouve ici et également le bâtiment préservé ici et réhabilité, des traversées également piétonnes vers le patio, qui est évidemment entièrement piétonnier. Et ensuite, vous avez les logements qui sont ici. En termes de logements sociaux, aujourd'hui, il est prévu 35% de logements sociaux et de l'ordre de 500-600 mètres carrés d'activités et services qui seraient ici. Donc voilà, moi j'en ai terminé, je te repasse la parole. Merci. Je vais terminer. J'avais oublié qu'il y avait encore ça, oui. Et important, j'ai oublié une partie importante, c'est que dans tous les projets que nous initions, on se préoccupe considérablement des questions de la démarche éco-responsable environnementale. Donc, comme je vous l'ai dit déjà, c'est un site qu'on veut sans aucune voiture. C'est une opération qui met en valeur le patrimoine communal et la mémoire du site, certains. Mais ensuite, c'est une démarche qui consiste à désimperméabiliser de façon très très importante le site. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il est 100% imperméabilisé et on va tendre vers 40-45% simplement d'imperméabilisation. Donc vous voyez l'effort. C'est de l'ordre de 55 à 60%. Je donne des fourchettes parce qu'on n'a pas affiné encore le détail, mais une très forte désimperméabilisation du site. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un effort qui est demandé, un effort important qui est demandé à l'opérateur, c'est de mettre l'ensemble du stationnement en sous-sol et surtout mettre l'ensemble du stationnement en sous-sol sous bâtiment. Ce qui libère, donc, c'est 47 ou 50% de pleine terre pour pouvoir planter des arbres de haute tige. Ensuite, je vous en ai parlé tout à l'heure, nous souhaitons vraiment faire un effort important pour la réutilisation d'un maximum de matériaux existants sur le site et les récupérer lors des démolitions. C'est pas une démarche facile. Honnêtement, ce que préfèrent les entreprises, c'est de tout démolir, mettre dans de gros camions et les amener. Là, ça va être un travail fin de déconstruction. Parce qu'il faudra que les façades en pierre, etc., soient enlevées, nettoyées, stockées. Il va y avoir un problème de stockage, etc. Donc, c'est des opérations complexes, mais nous pensons que ça vaut vraiment la peine de le faire. Et ensuite, en matière d'eau et d'énergie, on en parlera aussi avec les ateliers. Là, nous, en tout cas mon équipe, travaille beaucoup dans ce domaine-là. Et enfin, nous avons aussi intégré très tôt dans mon cabinet des outils très performants en matière de gestion des apports solaires et des effets du vent. C'est-à-dire que nos projets, une fois qu'ils seront, après les ateliers, etc., finalisés, nous montons tout ça en 3 dimensions. Et on a des logiciels qui nous permettent de dire, ben là, vous vous êtes trompé, vous avez mis une très très belle terrasse, mais elle est en plein vent. Donc, changez la terrasse de place, vous refaites le logement,
parce que ce sera invivable. Et c'est la même chose pour les apports solaires, etc. Donc ça, c'est un travail qui est fait systématiquement sur le projet. Et voilà. Ensuite, je te passe la parole. Le dernier point, c'est à toi. Ah oui, pardon. Vraiment, les rappels. Oui. Non, mais il me faut le... Oui, je vous ai dit tout à l'heure que, effectivement, mon équipe travaille sur un certain nombre de projets. Je vous en ai mis que 3 parce que c'est dans le secteur proche. Actuellement, les travaux vont démarrer sous peu. Ça, c'est la cave coopérative de Saint-Gély-du-Fesque, qui, comme celle de Poussan, est aujourd'hui en plein centre de la commune. Donc là, le site, c'est tout ceci. Et ce que nous avons fait là-dessus, c'est pareil, c'est que, vous voyez, ce bâtiment-là, c'est vraiment le bâtiment qui présente de la qualité sur l'ensemble des chais, etc., que nous avons totalement préservé et dans lequel on met des équipements collectifs ici. La particularité de ce projet, c'est que les coopérateurs ont souhaité maintenir sur place, puis ils l'ont actuellement. La cave a fermé, mais ils ont actuellement une partie ici qui fonctionne encore. Et donc, ils ont souhaité maintenir la vente et surtout même agrandir de manière significative la vente des produits qu'ils produisent dans la coopérative. Donc ça, c'est ici, et ça, évidemment, est public, avec une entrée ici. Ça, c'est parking public, et ça fonctionne ici. Et ensuite, par contre, tout le reste de la résidence, les voitures sont toujours en sous-sol. Vous voyez en vert également des espaces paysagers. Et là aussi, on a quelques jardins partagés, etc., etc. Deuxième exemple qui fonctionne déjà depuis quelques années, c'est l'ancienne distillerie de Montferrier, où là aussi il y avait une partie ancienne importante que nous avons entièrement réhabilitée et qui, elle, sert à du logement. Évidemment, il y a le reste de la résidence, mais cette partie-là a été entièrement réhabilitée et nous y avons mis de magnifiques logements sociaux une partie des logements sociaux, une petite partie des logements sociaux dans ces parties totalement réhabilitées. Enfin, dernière, qui est actuellement, le permis de construire a été obtenu, c'est Poussan, Loupian, pardon, pas Poussan, excusez-moi, Loupian, près de chez vous. Et là aussi, nous avons, après expertise, etc., nous avons pu conserver cette partie-là, qui abritait des bureaux et autres. Là, nous faisons de grands logements dans cette partie-là. Le fronton est maintenu aussi, et nous construisons un bâtiment qui est là derrière, dans cette partie-là. Donc voilà, je crois que j'en ai terminé maintenant. Hein. Voilà, à toi. Merci beaucoup. Donc effectivement, je vais vous parler du dispositif participatif et effectivement de la façon dont vous pourrez être associé à cette démarche pour venir mettre un peu votre patte de citoyen sur un certain nombre d'éléments de ce projet. L'idée, c'est que la démarche a été formalisée dans le cadre d'une charte de la participation, à la fois qu'il sera envoyé à tous les gens qui vont venir participer aux ateliers du mois de juin, et puis qui sera signé probablement lors du premier atelier, puisque cette charte a été travaillée de façon à faire en sorte que ces ateliers soient réellement constructifs et viennent apporter une plus-value à ce projet. Donc les objectifs, c'est de favoriser une approche participative et apaisée du projet sur le territoire en associant un certain nombre d'idées que vous pouvez avoir, et puis en intégrant aussi la dimension d'émotion liée au patrimoine que représente cette cave et à la nécessité de le faire vivre dans le futur.
c'est de favoriser la prise en compte des enjeux citoyens dans le projet à travers à la fois la mise en place de cette fameuse charte de la participation dont je viens vous parler, qui effectivement met en place à la fois les conditions de la participation en précisant des éléments autour de la qualité des échanges, de la bienveillance, de la façon dont il s'agit de venir nourrir le projet. Et puis d'ateliers citoyens, et vous verrez dans l'une des prochaines diapositives que l'idée c'est d'avoir à minima 2 séries d'ateliers autour d'un certain nombre de thèmes qui ont été prédécidés mais qui peuvent encore évoluer et dont on a vu en rediscutant que probablement ils sont amenés à être rediscutés, que ce soit peut-être dès ce soir ou que ce soit dans le cadre du premier atelier où on pourra recomposer un peu les thématiques sur lesquelles travailleront les groupes. Mettre en place une gouvernance claire et solidaire, c'est-à-dire que si on veut que le travail soit favorable à la fois au projet mais à l'ensemble des participants, il faut décider de qui peut discuter de quoi. Effectivement, dans ce projet, il y a un certain nombre d'éléments qui relèvent des choix de la commune, il y a un certain nombre d'éléments autour desquels la viabilité économique du projet est en cause, et effectivement, ces choses-là ne pourront pas être remises en cause. Par contre, comme je le disais, une fois qu'on aura défini l'ensemble des choses sur lesquelles on peut travailler, les questions de chemisement, les questions de la qualité végétale du site, les questions autour de comment on raccorde ce site à d'autres points de centralité de la commune, et ainsi de suite. Il y a énormément de choses pour travailler sur des ateliers dans de nombreuses situations. Il y a de nombreuses choses qui peuvent être discutées et qui peuvent permettre de venir améliorer, bonifier le projet en intégrant le fait que vous soyez des citoyens, mais aussi peut-être en intégrant le fait que ça permettra de faire du lien avec les écoles, avec les centres de loisirs, et que quand par exemple on parle de la question de la mémoire et du patrimoine, peut-être que faire des liens avec le centre de loisirs, avec les écoles, c'est l'une des pistes qui peut être intéressante. Concilier faisabilité du projet et intégration des propositions citoyennes, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire effectivement, il va falloir trouver un cadre et une position du curseur qui à la fois ne remet pas en cause l'ensemble du projet et en même temps permet de bien identifier ce qu'on pourrait appeler les marges de manœuvre qu'on a sur le projet et qui pour nous sont fondamentales pour qu'on ne fasse pas discuter les citoyens. Je suis le garant de ce genre de choses sur des choses qui de toute façon ne pourraient pas être intégrées. Et c'est vrai que l'une de mes responsabilités, c'est d'assurer des allers-retours entre les ateliers, les propositions qui seront faites, et puis le groupement composé des aménageurs, de l'architecte, pour s'assurer, pour voir quelles sont les pistes de travail qui sont proposées par les citoyens et sur lesquelles il y a réellement de la marge de manœuvre et sur lesquelles on va dire au groupe, là, vous pouvez vraiment y aller, creuser, parce que c'est vraiment des choses qui vont vraiment pouvoir être intégrées dans le projet. Et à contrario, dire assez vite à des groupes, là, concrètement, quand on en discute, c'est des choses qui ne pourront pas se faire. L'idée, c'est pas de mettre des stops. L'idée, c'est d'être aussi les garants du temps des gens qui réfléchissent. C'est-à-dire, effectivement, il pourrait y avoir une espèce de démagogie qui consiste à dire aux gens, vous pouvez discuter de tout, faire des propositions, puis ensuite leur dire, finalement, on n'a pas retenu grand-chose. L'idée, c'est d'avoir vraiment cet aller-retour qui fasse que chacun soit respecté, que ce soit le projet, que ce soit la mairie ou que ce soit les citoyens qui vont venir donner de leur temps pour bonifier le projet. Et puis promouvoir une vision positive du projet d'aménagement. Je pense que Jean-Roch Limirabel l'a dit, mais c'est autre chose que simplement un ensemble de bâtiments qu'on va mettre ici pour vendre derrière des logements. On est dans quelque chose qui est structurant à l'échelle d'un territoire. On est sur quelque chose qui va être relié à l'ensemble d'autres espaces sur ce territoire. Et de la qualité du travail qui sera fait dépend la vie du quartier et de la commune pour pas mal de temps à venir. Je ne dis pas ça pour mettre une pression supplémentaire, mais effectivement, il y a des enjeux majeurs, à la fois dans cette participation, mais aussi dans la qualité du projet qui sera élaboré avec cette participation citoyenne. Concrètement, comment ça va fonctionner? C'est en réalité très très simple. L'idée, c'est que des groupes de travail vont être mis en place autour a priori de 3 thématiques qui peuvent être un peu rediscutées et réaménagées. Dans un premier temps, les thématiques qui ont été proposées, qui ont permis à ce qu'une première 50aine de citoyens s'inscrivent, c'est une première thématique autour de la question du cadre de vie,
autour de la question paysagère du site, autour de l'aménagement de la rue de cette cave coopérative, autour peut-être de questions de cheminement. Donc on est plutôt sur les questions, on va dire, de cadre de vie et d'environnement sur le site. J'ai plutôt tendance à imaginer, à la fois par rapport à la mobilisation sur ces ateliers où il y a pas mal de gens qui sont inscrits, et par rapport aux enjeux qui me semblent assez énormes sur ces questions, que probablement cet atelier va être amené, soit parce que dès ce soir on a des propositions, soit dans le cadre de la première réunion de cet atelier au mois de juin, qu'on sera amené à le scinder. Ce n'est pas à moi de proposer des sous-thématiques, mais effectivement, quand on voit que dans cet atelier, on a à la fois les aspects d'intégration paysagère, les aspects de cheminement, les aspects liés à même l'approche énergétique sur le site, les choses dans ce style, on voit bien que l'enjeu autour de la transition écologique de cet atelier, il est immense et que probablement, on pourrait être amené à le scinder en 2 ateliers, que ce soit ce soir ou que ce soit dans le cadre du premier atelier où on identifiera les thèmes. Et puis on a 2 autres groupes de travail sur des questions qui sont plutôt patrimoniales et qui là auront peut-être tendance à être rapprochés. Un groupe qui est plutôt autour de la question de la mémoire du site, de la mémoire de la vigne, de comment on fait en sorte qu'au-delà de ce nouveau projet, la question de la mémoire de la vigne sur la commune soit perpétuée, que ce soit à travers des questions d'intégration d'éléments présents dans la cave, dans le cadre du projet, que ce soit autour de projets menés avec les écoles, autour de la mémoire de la vigne et de choses comme ça. Donc un atelier autour de la question de la culture, de la vigne, de la cave, de l'histoire locale, peut-être d'exposition, parce que ce qui vous a bien été dit, c'est que dans le cadre de cet aménagement, il y a des espaces collectifs, et que ces espaces collectifs se prêtent à être appropriés, et que c'est effectivement, typiquement, des questions où le pouvoir d'agir citoyen, c'est-à-dire le fait que vous soyez force de proposition, a tout son sens. Et puis un troisième atelier qui est plutôt autour de quelles sont les festivités. Vous avez vu qu'il y a une grande place devant, vous avez vu qu'il y a un patio, vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'éléments qui se prêtent à être demain des lieux de festivité. C'est quelle fête pourrait être mise en place là, à la fois dans l'idée de cette mémoire du lieu, mais aussi peut-être plus largement. Dans ce que moi j'imagine, mais c'est vraiment à discuter, on a plutôt ces 2 ateliers qui sont autour de la question du patrimoine et de la mémoire qui pourraient être mis ensemble, même si derrière, comme on va travailler en petits groupes de travail, ça peut donner lieu à 2 groupes de travail, mais dans le cadre d'un même groupe sur les questions patrimoniales, et probablement que le premier atelier aura vocation, c'est lui en plus qui a recueilli le plus de candidats et de volontaires pour venir, aura vocation à être séparé en 2. Là aussi, juste de petits détails très très concrets. Les gens qui, ce soir, se disent « finalement, ça a l'air intéressant, finalement, c'est plutôt pas mal de contribuer à participer à un projet sur ma commune et de donner mon point de vue parce que j'ai des idées et parce que je me dis que finalement, le projet avec moi, il sera peut-être un peu mieux que sans moi et que tant qu'à faire, plutôt que se dire « ça serait bien qu'ils aient l'idée de faire ça », peut-être venir le dire dans un groupe de travail et donner l'occasion à ces idées d'avancer, d'être reprises par le groupe. Vous pouvez encore vous inscrire, vous avez encore probablement jusqu'à pas loin de la fin du mois de mai pour vous inscrire sur le site de la mairie, sur l'adresse qui vous invitait à vous inscrire jusqu'à maintenant, puisque les ateliers auront lieu dans le courant du mois de juin, probablement dans la 2e quinzaine du mois de juin, et qu'effectivement, dès la fin du mois de mai, vous recevrez un mail pour les gens qui seront inscrits, avec les dates, les horaires, les choses dans ce style. Ça sera probablement dans cette salle que se dérouleront les ateliers. Donc concrètement, il y a une commission, on va partir dans l'autre sens, des groupes de travail citoyens organisés autour de ces 3 groupes, de ces 3 thématiques, et qui vont travailler à minima 2 fois ensemble. Quand je dis à minima 2 fois ensemble, c'est en réunion plénière, en réunion avec un animateur, avec moi. Peut-être que la motivation des groupes, peut-être que des projets dont les uns et les autres pourront avoir envie, vont donner lieu à du travail de certains entre les ateliers pour faire des propositions qui seront ensuite mises en avant dans le cadre des ateliers. Donc, sur chacun des thèmes, un atelier au mois de juin, un atelier à l'automne, septembre-octobre, avec l'idée que l'ensemble de ces propositions puissent être faites
à la commission d'aménagement du quartier de la cave coopérative de Poussan, puisque dans chacun des ateliers, on aura 1 ou 2 référents qui seront chargés de venir présenter leurs idées et leurs pistes de travail à cette commission pour venir enrichir le projet, et que, effectivement, à la fin de l'année, lorsque l'ensemble des documents administratifs seront déposés, un certain nombre de ces propositions qui seront considérées comme venant bonifier le projet, auront été intégrées. Si on réfléchit en termes, là c'est plutôt de temporalité, effectivement, ces ateliers qu'on va mettre en place, pour les uns au mois de juin, pour les autres à l'automne. Donc vous voyez là, au mois d'avril, les élus ont validé cette charte de la participation. Aujourd'hui, le projet et la démarche participative vous est présentée. Au mois de juin, première série d'ateliers. À l'automne, une deuxième série d'ateliers. La validation des propositions d'enrichissement par la commission entre le mois de novembre et le mois de décembre. Et puis à la fin de l'année, effectivement, le dépôt de l'ensemble des documents administratifs qui intégreront un certain nombre de ces propositions. Voilà pour ce qui est de la présentation à la fois du projet architectural, des idées et des pistes qui vous ont été indiquées par rapport à l'état d'avancement du projet aujourd'hui, et puis de la démarche participative. Et donc maintenant, on a un peu de temps pour que vous puissiez poser des questions sur le projet lui-même. Vous avez la chance d'avoir les aménageurs, d'avoir l'architecte, pour avoir des éclaircissements, des points qui vous ont intéressé, mais sur lesquels vous voudriez avoir un peu plus d'éclaircissement. Et puis sur la question de la démarche participative, sur laquelle, effectivement, vous pouvez là aussi poser des questions, faire des suggestions, répondre éventuellement à cette idée de scinder la première thématique sur 2 thématiques et ainsi de suite. On est vraiment preneur de vos questions pour que vous ressortiez avec une information encore plus avancée de ce qu'est ce projet qui était très attendu et sur lesquels il y avait besoin d'avoir des informations. Je crois qu'il y a un micro-baladeur qui va circuler pour les gens qui veulent poser des questions. Donc je vais juste vous demander, quand vous posez une question, de vous présenter, de dire qui vous êtes, et dans nos petites règles du jeu, d'avoir effectivement des questions qui concernent le projet, d'avoir des questions relativement rapides, et de la même façon, je demanderai que les réponses soient relativement rapides, pour qu'effectivement on puisse avoir un maximum de questions qui soient posées ce soir. Alors bonjour à toutes et à tous. D'abord, je m'appelle Isabelle Laporte, j'habite avenue de Sète depuis maintenant plus de 20 ans. Et c'est en tant que citoyenne et riveraine que j'ai rejoint le collectif Cave Coopérative qui prône l'annulation de la vente pour un projet choisi par la population. Donc vous avez parlé de démocratie participative, ma question s'adresse donc aux élus. Alors c'est pas le cadre ce soir, je pense qu'il y a des... Oui, mais je pense que la démocratie participative, veuillez m'excuser, je pense que c'est un moment aussi d'échange où on peut échanger et je pense qu'elle est importante puisque vous la prônez en plus. Alors, peut-être qu'on peut vous répondre, mais probablement que la réponse, ça sera qu'il y a eu des temps d'échange et que la démarche participative, elle ne fonctionne que parce qu'il y a des règles du jeu et qu'on discute des choses qui font avancer le projet. Donc c'est bien. L'idée, c'est pas de revenir en arrière dans le projet, mais d'aller de l'avant dans le projet. Donc c'est bien d'une règle de jeu justement que je veux discuter là. Donc permettez-moi de vous demander pourquoi ne pas avoir consulté la population sur le devenir de la cave en amont du projet, immobilier retenu, et pourquoi ne pas l'avoir évoqué pendant la campagne électorale. Merci. Est-ce que vous voulez une réponse? L'idée est en tout cas qu'il n'y ait pas du ping-pong ce soir, mais peut-être que vous pouvez avoir une réponse effectivement. Alors, je vais juste vous répondre sans épiloguer là-dessus. Effectivement, on ne va pas refaire la campagne municipale ce soir. La réunion, elle n'est pas faite non plus pour que je réponde, enfin moi en tant que maire ou les élus du groupe majoritaire, à toutes les questions que le collectif COPE qui a été mis en place suite à la mise en place de ce projet le collectif a été créé. Vous nous avez envoyé toute une liste de questions. On est en train de préparer les questions. Ça fait partie de ces questions-là. C'est pas que je veux pas répondre, mais si je commence à répondre à la vingtaine de questions que vous nous avez envoyées, on va pas s'en sortir. Et l'objectif de la réunion, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas de remettre en cause le projet. Le projet de la vente de la cave coopérative, pour nous les élus, il est acté. Il fait partie
des projets qu'on met en place sur ce mandat-là. Il y a d'autres projets, je sais qu'il y avait d'autres idées de projets, les élus de Poussant autrement, les élus de Poussant tout simplement avaient d'autres projets sur ce site-là. Nous, sur ce site-là, nous n'avions pas de projet. Nos projets sont ailleurs, au Jardin des Frères, à la MJC, sur d'autres lieux. Et ce site-là, et en fait, le projet qui a été proposé est celui-ci. Et là-dessus, nous ne reviendrons pas sur ce projet-là. Après, on vous propose de participer aux ateliers participatifs sur la co-construction de ce projet, mais il n'y a pas de remise en question du projet dans sa globalité, quoi. Voilà. On ne va pas annuler le fait de vendre la cave coopérative pour faire ce projet-là et pour créer une médiathèque ou autre chose à cet endroit-là. Ça ne fait pas partie de nos projets. Nos projets sont ailleurs. Et ce site-là, on vous propose de participer aux ateliers pour travailler sur la co-construction de ce projet-là. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes inscrit dans les groupes de travail. Si ça ne vous intéresse pas, mais je pense qu'il y aura des personnes qui seront intéressées, qui s'inscriront et qui participeront à ce projet-là. Voilà. Et je suis en train de préparer avec les services toutes les réponses aux questions que j'ai reçues par courrier. Je vous répondrai dans les délais qui me sont impartis, puisque j'ai un délai sur lequel je peux vous répondre. Et ensuite, je suis prête à recevoir en mairie les personnes, comme je l'ai déjà fait, j'en ai déjà reçu plusieurs, j'en vois plusieurs dans la salle, pour donner des explications sur des points précis. Il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas le lieu de la réunion de ce soir. Si, parce que vous avez, sur la parce que vous pouvez participer au projet, le co-construire avec nous, mais on ne remet pas en cause le projet en lui-même, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions qui sont relatives au projet, à la démarche participative, des demandes d'éclaircissement? Monsieur? Vous m'entendez bien? Oui. Monsieur Jean Rustan, de Poussant. J'habite 7 impasse Belbézé. Je voulais vous demander, et là je m'adresse plutôt à l'architecte, il a parlé de construction de bâtiments. Combien il compte faire de logements à l'intérieur? Première question. Deuxième question. La cave coopérative, c'est une baignoire. Dessous, c'est plein d'eau. Alors, est-ce que ce sont des eaux naturelles? Est-ce que ce sont des eaux, bon, pas parce que la superficie du terrain permet que l'eau rentre et puis se trouve bloquée? Bon, comment vous allez faire pour organiser tout ça? Voilà. Réponse. Première réponse. Bon, en ce qui concerne la partie technique, vous faites référence plutôt au sous-sol. Vous dites qu'il y a de l'eau, etc. Bien évidemment, des sondages vont être faits pour avoir, mais pour faire les sondages, on doit les faire aux emplacements des futurs bâtiments, et donc il faudra pouvoir démolir avant de faire ces sondages. On ne peut pas se permettre de dire « ah oui, il y a un peu d'eau, etc. » Il faut qu'on fasse des sondages, qu'on vérifie exactement, etc. Ensuite, oui, mais je vais continuer à vous répondre là-dessus. Personnellement, j'ai construit des centaines de logements sur la commune de Latte, où ce problème est bien pire, parce qu'il n'y a pas simplement de l'eau dessous, mais il y a de l'eau qui arrive. Eh bien, on a réglé tous ces problèmes-là. Ce sont essentiellement des questions techniques. Donc, pardon? Eh bien, simplement, on creuse, on fait de l'étanchéité, et puis c'est tout. Et puis ça fonctionne. Et nous avons des pompes de relevage si besoin est, etc., etc. Mais en tout cas, techniquement, ce sont des choses qu'on maîtrise parfaitement. Mais encore une fois, là, il faut attendre que nous avons à faire beaucoup d'études techniques là-dessus. Je vous signale qu'il y a de l'amiante, etc. Donc, vous voyez tous les travaux, toutes les études techniques qu'il faut faire. Le nombre de logements, la capacité actuelle, je vous ai dit que évidemment, on est parfaitement conforme aux prescriptions du plan local d'urbanisme, qui impose des hauteurs, qui impose des implantations. Par exemple, le long du chemin de la coopérative, il y a une implantation obligatoire.
Vous voyez, bon, tout ça, nous avons respecté, et c'est ce qui nous conduit de dire aujourd'hui qu'il y a environ 100 logements. Mais c'est plus une surface qu'on appelle de plancher, en termes techniques, mais ça peut être 90, 85, 80, ou 102, 103, 110. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore travaillé, et moi je compte beaucoup sur la connaissance de la commune, etc., qu'auront les personnes qui travailleront dans ces ateliers, parce que la question de la typologie va être très importante. Est-ce qu'on va faire plutôt du grand logement ou alors du petit? Vous voyez, c'est un peu tout ça qu'il faudra mettre au point. Voilà. Oui, bonjour, Patrick Grégonia, j'habite avenue de Sète. Donc, on ne peut pas isoler ce projet d'urbanisme de l'ensemble des circulations dans la ville, de l'ensemble des flux dans la ville, de l'ensemble. Et c'est pour ça que c'est un projet qui s'est avéré négatif au sujet d'un collectif, parce qu'à un moment donné, on peut se dire que, par exemple, aujourd'hui, il y a des problèmes qui ne sont pas traités, des problèmes de souffrance dus au bruit, dus à la circulation, dus à la pollution, qui sont très à proximité de ça, notamment sur l'avenue de Sète, et que ajouter des souffrances aux souffrances, en règle générale, ce n'est jamais un bon plan. Madame le maire, vous avez l'air très énervé sur ce projet quand des gens, des citoyens poussannés viennent le contester. Le meilleur moyen de ne pas se faire contester un projet, effectivement, comme l'a dit ma collègue, c'est peut-être en amont d'en parler. Mais, au-delà de ça, vous savez très bien que le danger de cette opération immobilière, patrimoniale, comme vous l'appelez, mais tout à l'heure, monsieur a parlé d'image. Le patrimoine, le savoir du patrimoine, ce n'est pas qu'une image. C'est quelque chose qui est dans les tripes. C'est quelque chose qu'on a envie de défendre. C'est pas quelque chose simplement qu'on présente, même en sauvegardant une partie du bâtiment. Donc ça, c'est des choses, ce sont des questions fortes que la population poussanaise est en droit de se poser, est en droit de poser publiquement. Donc, quid de l'évolution de toute cette urbanisation, notamment dans ce secteur, qui, autour de ce projet, peut s'étendre de manière importante, sachant qu'en plus, est-ce que nous avons, au-delà de ces projets, les ressources en services publics, etc., pour accueillir toute une population qui sera quelle population? Ça sera la loi Pinel, défiscalisation, ça sera du logement social pour des familles, c'est-à-dire pas des petits logements, des logements qui accueilleront des familles, ça sera donc pour les écoles. Tous ces problèmes, toutes ces problématiques-là, il va bien falloir qu'on les pose et qu'on les pose publiquement, Madame le maire. Merci. Moi, ce que j'entends dans votre intervention, c'est des défis, c'est des enjeux de cheminement, des questions de prise en compte du bruit, des enjeux de comment on fait vivre le patrimoine, effectivement, au-delà d'une question d'image, puisqu'effectivement, le patrimoine, ça peut être infiniment plus que de l'image, et en tant que structure qui travaille sur des questions d'environnement, on en est assez largement conscient, et je sais que c'est quelque chose, il y a un attachement, et on l'a bien identifié dans ce projet, sur la question de la culture autour de la vigne, autour de la cave coopérative. Donc voilà, sachez en tout cas que ces questions sont dans le projet, et que le fait que vous puissiez venir dans l'atelier sur le patrimoine pour voir et faire des propositions sur la façon dont ça peut aller au-delà de la question de l'image et être réellement vécu et exister au-delà des générations, je pense que c'est un vrai enjeu aujourd'hui dans le cadre de ce projet. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre réflexion autour du projet, autour de la présentation architecturale qui vous a été faite? Est-ce que ça suscite des envies d'en savoir un peu plus, d'avoir des éclaircissements? Nicole Portero, Poussa. Je n'ai pas entendu pendant la discussion précédente parler de la hauteur des bâtiments qui seraient construits. Parce que 100 logements, ça fait un gros apport, donc on ne va pas les mettre au ras du sol. Sur ce point, je peux vous répondre de façon particulièrement précise. Le plan local d'urbanisme de votre commune
impose une hauteur maximale, c'est arrêté, mais je vais vous le dire, qui est de 13 mètres, tout compris, toiture comprise. Sachant qu'il est également exigé à ce que les couvertures les toitures soient en tuiles. Donc vous voyez, les hauteurs des nouveaux bâtiments seront légèrement inférieures aux hauteurs actuelles. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, enfin je ne sais pas si j'ai prononcé la hauteur, mais en tout cas c'est voilà. Pardon ? C'est 12 mètres, voilà, c'est 12 mètres. C'est 12 mètres, la hauteur maximale de... voilà. Sachant que, si vous avez vu sur le plan de masse, il y a aussi des bâtiments qui sont légèrement plus bas. Hein, voilà, c'est la hauteur maximale, c'est 12. D'autres questions, que ce soit sur le projet, sur le dispositif participatif? Oui. Le micro arrive. Merci bien. D'autant que comme c'est en direct sur la chaîne, je pense que c'est préférable que ça soit avec un bon son. Jean-François Barre, Poussin. Le bâtiment actuel présente-t-il des apports d'amiante? Oui, je l'ai indiqué tout à l'heure. Et dans la phase de la déconstruction, est-il prévu un plan de désamiantage conforme à ce qui est demandé par les... De toute façon, là-dessus, il y a une loi très stricte qui doit être respectée. Donc il y a un désamiantage avec toutes les procédures qui doivent être... Par contre, ce que nous devons engager maintenant, ce sont un repérage très très précis, mais toujours dans le même système de protocole. Voilà. Merci. D'autres questions? Peut-être encore sur le projet, peut-être sur le dispositif participatif, sur des questions sur lesquelles vous voudriez avoir des réponses pour vous donner envie de venir aux ateliers? Bonjour, moi je m'appelle Madame Comène, je suis riveraine, j'habite en face de la cave, là où vous avez mis la petite flèche où les voitures vont sortir du bâtiment. Voilà, donc je ne suis pas très contente. J'avais une première question au sujet de la communication de la mairie qui parle d'écoquartier. Donc vous avez répondu à ma question en n'en parlant pas pendant votre projet. Donc ça ne sera pas un label écoquartier comme on le nomme. Et ma deuxième question, c'est par rapport à vos futurs projets autour de la cave, parce que nous savons bien que vous avez démarché quelques-uns de nos voisins pour acheter leur terrain. Voilà, merci. Moi, je peux vous répondre exclusivement sur la partie donc écoquartier. Nous aurons tous les éléments favorables pour une labellisation écoquartier, mais l'échelle du projet ne justifie pas de recourir à un label, qui est une procédure extrêmement longue sur 7 à 8 ou 9 ans. La taille du projet ne se justifie pas. Mais je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que de toute manière, l'ensemble du projet va être assujetti à la nouvelle loi, enfin, aux nouvelles prescriptions des certifications 2020 pour tout ce qui est économie d'énergie, etc., le bas carbone et autres. Et donc, tous les bâtiments vont être respectueux de ces nouvelles normes qui sont extrêmement importante. Pardon, juste, je complète un peu. Dans tout ce que j'ai essayé de vous présenter, si vous voulez, le travail sur les questions d'îlots de chaleur, c'est-à-dire que on va diagnostiquer si jamais il y a un potentiel îlot de chaleur l'été, etc., ben on va les traiter. Ça veut dire qu'on les traite avec... une chose est importante, par exemple, c'est la couleur des revêtements de sol. Ensuite, c'est les systèmes de plantation. Des arbres, il faut planter des arbres avec une forte évapotranspiration. Donc tout ceci, ce sont des choses que l'on pratique et sur lesquelles on travaillera, et j'espère, avec certains des personnes de l'atelier, des ateliers. Et c'est vrai que nous, en tant qu'association sur des questions environnementales, ce qui nous intéresse, c'est qu'effectivement, monsieur l'a dit quand on parlait de patrimoine et d'image,
Aujourd'hui, la notion d'écoquartier, ça va très très au-delà du label. Effectivement, un écoquartier, c'est avant tout une posture, c'est avant tout une façon d'aborder un projet, c'est avant tout une façon d'intégrer un certain nombre des enjeux environnementaux, ce qui de toute façon est une exigence de plus en plus impérative de la loi, qui fait que n'importe quel quartier, j'ai envie de dire, et ça ne sera pas le cas ici, mais banal, aujourd'hui est infiniment plus engagé en termes environnementaux que ce que pouvaient être les autres quartiers il y a quelques années. Les exigences environnementales, les prescriptions sur les quartiers, les différentes législations qui ont évolué autour de la prise en compte de l'énergie, de la désimperméabilisation, des choses comme ça, fait qu'un quartier d'aujourd'hui est infiniment plus ambitieux que ce que pouvaient être des quartiers ambitieux d'hier. Si vous permettez, madame, je voudrais juste rajouter quelque chose. Moi, en tant qu'architecte urbaniste, et la croisade que j'ai menée depuis la création, quand je suis rentré en profession, ce qui m'intéresse, et on a travaillé, on a beaucoup d'écoquartiers déjà labellisés à notre actif, etc. Mais vous savez ce que c'est qu'une belle labellisation? C'est lorsque je me balade dans un quartier et que je rencontre des gens et qui viennent me voir et me disent « on vit bien ». Pour moi, c'est ça. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler. C'est pour ça que moi, je ne suis pas un architecte qui dit « bon, les ateliers vont travailler, etc. et puis après, on verra ». Non, je compte beaucoup sur les ateliers pour qu'on construise un projet vraiment ensemble. Mais il y aura des tas de questions sur les typologies de logements, sur etc., etc. Et ces questions de plantation, tout ça, moi, je compte beaucoup là-dessus. Et juste pour ajouter, nous, on a accepté de travailler sur ce type de projet parce qu'on a eu l'occasion de travailler il y a quelques années sur des projets d'animer des ateliers et de voir qu'une partie des choses qui ont été proposées sont aujourd'hui des réalités. J'ai envie de dire, nous, Association d'éducation de l'environnement, je le dis de façon très simple, on n'a pas vocation à être des alibis, à être des faire-valoir, à promouvoir du greenwashing. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire réellement notre job, c'est de faire avancer des projets et de faire en sorte que les questions environnementales soient plus intégrées dans les projets. Et si on a l'impression qu'on arrive à le faire, eh ben on y va. Et si on a l'impression qu'on n'a pas la vocation à le faire et que ce n'est pas possible de faire bouger les choses, ben on n'a pas vocation à y être. Oui, j'ai essayé de répondre à la deuxième question, puisqu'il y avait deux questions en une. Aujourd'hui, la présentation du projet, effectivement, elle porte sur la cave parce que c'est bien l'objet des débats. Ce que vous avez, j'espère, compris à travers cette présentation, c'est que c'est une démarche qui est structurée, c'est une démarche qui vise justement face à toutes ces questions qui sont légitimes, qui sont anxiogènes, qui visent à maîtriser un peu mieux, je pense, votre environnement pour les gens qui habitent dans le quartier aujourd'hui. Il y a beaucoup d'interrogations et là-dessus, c'est tout à fait heureux, je dirais, que la parole soit libérée et que vous puissiez exprimer, alors à travers le collectif, dans ce cadre-là ou demain, vos interrogations. Aujourd'hui, en France, je dirais que ce projet, indépendamment de ce projet, si vos voisins y vendent aujourd'hui leur terrain, il y a un projet qui est réglementé par le PLU. Voilà, c'est comme ça. Vous pouvez vous y opposer dans le cadre de recours, mais le droit de propriété et le droit de construire, tout ça, c'est réglementé. Si on devait quand même, de ce point de vue, mettre en valeur la démarche politique qui a été initiée à travers ce projet de la cave, en tout cas, c'est une démarche à laquelle moi je souscris, c'est une vision d'ensemblier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce projet, et c'est la façon dont on a essayé de le travailler, il vise à créer justement une centralité. Il vise à créer un cadre de vie pour l'ensemble des habitants du quartier et pas uniquement, en fait, à l'échelle des quelques personnes qui vont habiter dans ces bâtiments. Donc toutes vos préoccupations, il faut effectivement qu'on les prenne en compte au même titre parce que ce que vous évoquez, ce sera la problématique aussi des gens qui vont habiter à côté. Et ce cadre de vie dont on parle et ce vivre ensemble, eh ben, il faut effectivement qu'il puisse se réaliser. Et il y a tout un travail qui va être mis en place aujourd'hui dans lequel on va contribuer tous, vous, nous, en tout cas c'est un souhait, pour que justement ce projet, dans sa globalité, et quelle que soit sa temporalité, parce que voilà, vos voisins, ils sont libres d'agir, vous-même vous êtes libre d'agir et c'est heureux,
Donc aujourd'hui, voilà, l'idée, c'est quand même d'organiser et de susciter ces questions, de susciter ces débats, de susciter demain des réponses qui vont amener une lisibilité, on l'espère en tout cas, à travers un projet de qualité, qui vont permettre d'avoir peut-être à l'échelle du quartier, demain des espaces aussi pour les enfants, pour se promener. Parce qu'aujourd'hui, dans le quartier, il n'y en a pas. D'avoir des cheminements piétons pour se rendre demain sur la place du village ou au commerce qui se trouve au centre-ville. Donc voilà, il y a toute une démarche derrière qui va naître derrière ce projet dont nous ne sommes pas porteurs. Ça, c'est une démarche politique qui est en jeu et qui se retranscrira dans le temps. Monsieur a parlé de mémoire, effectivement, et de patrimoine. C'est quelque chose auquel on est tous sensibles. En tout cas, à titre personnel, je le suis. Mais l'idée, c'est d'être sur un patrimoine vivant. Voilà, on est des individus, on a un devoir de transmission. Et je pense que notre responsabilité collective, c'est justement dans le débat, dans l'écoute réciproque et dans les décisions qui viendront après, d'assurer cette transmission le mieux possible. En tout cas, c'est dans cette démarche aujourd'hui innovante dans laquelle on essaye de s'inscrire. Vous voyez bien que ce n'est pas une démarche traditionnelle de promotion où on fait un projet, on dépose un permis. Il y a un travail d'échange qui a lieu et véritablement, j'insiste sur un point, c'est un travail qui va nous nourrir. En tant que promoteur, je tiens à souligner la réalité des choses qui ont été dites sur l'aspect économique. Aujourd'hui, Poussan, vous n'êtes pas une commune qui est attractive pour les promoteurs. Soyez-en assurés. Non. Alors, c'est bien que vous réagissiez ainsi, mais je vais vous l'expliquer. Vous pouvez réagir comme vous voulez. La réalité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, le zonage fiscal de cette commune fait que vous êtes axé, et ce sera le cas pour ce projet, sur des propriétaires occupants. C'est-à-dire qu'en gros, demain, ce sont des gens qui vont habiter dans ce quartier, qui seront propriétaires majoritairement. Voilà. Donc ça, c'est important de le souligner, parce qu'on n'est pas, on peut mettre tout et son contraire derrière la notion d'urbanisation, et demain, l'appropriation que vous aurez de ce projet, quelle qu'elle soit, c'est ça qui va donner aussi la réussite à ce quartier. Voilà. Donc les problématiques d'accès en ce qui vous concerne, on va le regarder, bien évidemment. On va faire en sorte que ces sujets-là soient traités intelligemment pour tout le monde. Il y aura des études circulatoires qui seront faites à l'échelle du projet. Et notre idée, mais encore une fois, on ne peut ne pas être d'accord, c'est qu'un projet, c'est une opportunité de se re-questionner sur les problématiques que vous évoquez, messieurs, dames. Ensuite, le projet n'a pas vocation à répondre à toutes les questions que vous posez, en tout cas de façon favorable et dans une temporalité immédiate. Il y aura des étapes derrière, il y aura d'autres échanges, il y aura d'autres débats qui vont naître, en tout cas on le souhaite, qui seront l'espace ensuite dans lequel peut-être vous aurez des échanges avec vos élus et vos voisins demain, on le souhaite. Voilà. Je tenais en tout cas à répondre au collectif parce que pour nous c'est quelque chose de positif, cet échange. Maintenant, il faut pour ça qu'on soit capable de construire ensemble des débats et c'est pour ça aussi que voilà, on essaye de faire les choses de façon méthodique. Voilà. On part dans la polémique. Merci, on a bien entendu et vous allez avoir une réponse. Là, c'est la polémique. Non, si vous permettez, je pense que voilà, enfin, je vais répondre. On peut faire tourner la parole. Débat, je laisse la main à Madame le maire. Monsieur, ce qu'on va faire, c'est que on va à la fin de la réunion, je vais prendre votre numéro de téléphone, je vais vous appeler et je vous recevrai en mairie, comme j'ai reçu Madame Comène, comme j'ai reçu d'autres personnes que je vois là.
Et il n'y aura pas de souci, vous me poserez toutes les questions. On peut faire tourner la parole. On ne peut pas répondre, il est déjà 8h et quelques, on ne peut pas répondre à toutes les questions du collectif. Vous nous avez envoyé un courrier, je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous répondra par courrier, il n'y a pas de souci à toutes les questions. Et ensuite, si vous voulez venir prendre rendez-vous avec moi pour avoir des explications en mairie, il n'y a aucun souci, je vous recevrai sans aucun problème, je répondrai à vos questions. Vous pouvez demander aux personnes que j'ai déjà reçues, on leur a montré les documents, on a répondu à toutes les questions, franchement, clairement, enfin, je pense qu'il n'y a pas eu de souci là-dessus. Donc voilà. Après, pour toutes les questions de circulation et tout que vous vous posez, on a encore 5 ans sur le mandat. Laissez-nous le temps de faire nos preuves. On a toute l'avenue de Sète, l'avenue Marcel Palat qui vont être qualifiées. On engage depuis cette année sur notre premier budget plus d'1,8 million de travaux sur l'école des Beaux, qui était un site en fait qui a la capacité d'accueillir plus de 15 classes. Mais il y en avait beaucoup qui étaient fermées parce que des toitures s'étaient effondrées, etc. Il y avait beaucoup de travaux à faire. On refait toute la cantine, on refait les salles d'accueil. Donc pour accueillir les enfants, il n'y aura pas de souci là-dessus, si ça aussi c'est une de vos questions. Mais voilà, on va prendre rendez-vous, on discutera ensemble, et comme ça on répondra aux questions que vous vous posez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Merci. Je crois qu'il y avait une main qui s'était levée pour une question, une là-bas aussi. Voilà, deux questions successivement. Excusez-moi, monsieur, il y a 10 minutes que j'ai le micro pour prendre la parole. Donc, Antoine Couillet à Poussan. Je reviens sur les questions environnementales et énergétiques. Le projet, puisqu'il va passer avec un permis de construire après 2021, va être BEPOS, c'est-à-dire bâtiment énergie positive, ce qui est formidable. C'est vraiment des bâtiments qui sont obligatoirement producteurs d'énergie, n'ont pas le droit d'être consommateurs d'énergie. Et donc, la part chauffage résultante doit être compensée par du renouvelable. C'est la loi 2021, quoi, que vous connaissez. Par contre, on est en train de monter sur Poussan une association de développement du renouvelable avec financement citoyen. On a été retenu par la région Occitanie pour ça. Et je voulais vous faire part de notre demande de penser au photovoltaïque. Et alors, il est peut-être dans le périmètre des 500 mètres du château, mais d'étudier la co-visibilité, l'intervisibilité, pour développer le photovoltaïque sur ce projet. C'est quand même une énorme quantité, sans logement, beaucoup de toitures. Et donc, oublier le renouvelable et à Poussan, ce serait dommage par rapport à la politique de la mairie et par rapport à notre exigence de transition et d'urgence climatique. Voilà. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a de la place pour le photovoltaïque compte tenu de la co-visibilité, ou est-ce que vous allez étudier cette chose? On peut toujours orienter des toitures pour régler cette difficulté et mettre en priorité, du point de vue environnemental et énergétique, la présence de photovoltaïque sur les toitures de ces bâtiments. Voilà. C'est une question que nous allons regarder dans le détail. Et là, s'il y a des clauses particulières compte tenu de la situation du site, etc., où nous ne pouvons pas faire de la toiture terrasse et autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des technologies aujourd'hui qui permettent, on peut partiellement intégrer ça, mais je pense qu'on va réfléchir aussi à la question sur la problématique aussi de la chaleur en été et d'aller chercher à la fois pour le rafraîchissement l'été et pour le chauffage, plutôt une solution d'aller chercher dans le sol. Donc voilà, on explore ces solutions-là. L'expérience montre qu'il y a certaines qui sont beaucoup plus judicieuses à tel endroit. S'il y a de l'eau qui n'est pas très profonde et autres, bon, c'est peut-être des solutions comme ça qu'on va explorer. Mais pas forcément une seule, mais plusieurs, la combinaison de plusieurs. Bien sûr. Voilà. En tout cas, je peux vous faire la proposition, puisqu'on est lauréat de l'Occitanie, là, on peut vous apporter des financements et on a la compétence pour étudier tous ces problèmes. La compétence technique, la compétence financière. Bien sûr. L'association s'appelle l'Amour Solaire, comme les collines de l'amour, voilà. Et on est en train de monter une coopérative. Et donc, on peut vous soutenir et vous apporter de la technique et de la finance. Voilà. C'est un beau cri d'amour. Merci beaucoup pour cette proposition. On commence déjà à avancer, à avoir des idées. Monsieur? Oui, Fleur de Rose. Oui, Jean-Claude Agoulot, vieux Poussanais. J'ai connu Poussan avec 1500 habitants.
Il y a eu une expansion démographique qui s'est faite, elle est inéluctable. On a changé la mairie à une époque pour la montée ici. Est-ce qu'on s'en plaint? C'est vrai qu'il va y avoir quelques inconvénients peut-être, mais qui n'avance pas recule. Alors, ce projet, il faut le faire et il faut bien le faire. On approche des 20h15. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions, une ou deux dernières expressions? Oui, bonjour, Franck Arlot, du collectif Copé. Bon, je voulais adresser ma question à Madame le maire, mais bon, puisqu'elle ne veut pas répondre, je vais l'adresser au promoteur directement. Vous dites que les terrains à Poussan ne vous intéressent pas. Alors pourquoi est-ce que vous nous avez contacté pour acheter notre terrain qui jouxte justement la cave coopérative pour agrandir un petit peu votre projet? Alors quand on dit que ça... fini. Attendez, excusez-moi. Attendez, je réponds déjà à cette question, parce que vous en avez peut-être plusieurs. Ouais. Quand on dit que ça ne s'intéresse pas, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez le développement urbain que connaissent les grandes villes. Vous voyez le développement aujourd'hui de Poussan, qui même si vous pouvez juger qu'il est trop rapide, il n'a rien à voir avec le développement de la métropole de Montpellier, par exemple, qui est juste à côté de chez nous, ou celui de Béziers. Donc aujourd'hui, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les projets immobiliers qui vont apparaître sur Poussan, ils seront faits avec d'autres motivations. C'est ça qu'il faut comprendre à travers. Je pense que vous êtes quelqu'un capable d'analyser la nuance. Et donc c'est en ce sens que ce projet, il doit être ancré effectivement dans cette réalité de site, de commune, pour avoir du sens, pour avoir une valeur patrimoniale. Bon, je m'adresse à Madame le maire. Pardon, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez posé une question à Madame le maire, elle vous a dit que vous pouviez poser votre question et qu'elle répondrait. Je vous ai expliqué quel était le cadre de cette réunion et quel était son objet. C'est la censure, quoi. On peut pas poser non, de questions. non. Pardon, monsieur, non, alors, je vais peut-être sortir de mon rôle, mais allez regarder un certain nombre de pays et après on pourra poser la question de qu'est-ce que c'est que la censure. Bon. Merci. Je pose ma question. Merci. Allez-vous laisser le champ libre au promoteur pour qu'il transforme ce quartier en une juxtaposition d'immeubles et de maisons mitoyennes? Ne doit-on pas craindre, en tant que riverain, une urbanisation à outrance de ce quartier? Tenez. J'ai reçu votre courrier. Vous m'avez envoyé un courrier, vous me donnez une date butoir. Voilà. Donc moi, j'ai 2 mois pour vous répondre. Donc je suis en train de préparer les réponses, je l'ai dit tout à l'heure, je vais répondre à votre courrier. Si vous voulez un rendez-vous en mairie, je vous recevrai en mairie pour vous donner les explications. Ben oui, mais après, vous savez, la journée, je n'ai pas que la réponse à vos 20 ou 30 questions à gérer. Vous comprenez bien que sur la collectivité, sur une journée, il y a énormément de choses à faire. Donc je ne peux pas passer ma journée à répondre à votre question. Donc les réponses sont en train d'être faites. Si vous voulez un rendez-vous, vous adressez à mon secrétariat et on vous donnera un rendez-vous. Il n'y a pas de souci, je vous recevrai comme j'ai déjà fait pour les autres personnes. Il n'y a pas de problème. Et après, par contre, ce n'est pas le lieu de poser ces questions-là. Voilà, c'est tout. Et ce n'est pas une question de censure ou pas, monsieur Arlot. Pas du tout. Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce que les éléments qui vous ont été apportés sont de nature à vous donner les informations dont vous avez besoin sur ce projet? Oui, je pourrais dire une petite question, mais ce sera une question normale. Fabrice Clastre. Donc oui, je suis surpris de la position de GGL qui dit que c'est pas très attractif. Bon, il a postulé sur Sainte-Catherine, mais tant mieux. Hein. A priori, c'est pas attractif, mais vous restez quand même sur Poussan, donc tant mieux pour nous. Moi, j'avais une question par rapport à la charte que vous avez évoquée. Oui. Parce que sur le nombre de logements, M. Garcia Diaz a dit 190, 85. Bon, il n'est pas descendu en dessous, il est remonté à 110. Est-ce que la charte qui sera diffusée aux membres des groupes de travail précisera déjà ces éléments-là, ou est-ce que c'est lors de la première réunion que ces éléments-là seront abordés? Mais la charte ne va pas aborder les questions techniques sur le nombre de logements. D'ailleurs, j'ai bien compris que la question du nombre de logements sur laquelle il n'y a pas une réponse précise, c'est pas qu'il n'y a pas de réponse précise, c'est qu'il y aura plus de logements si c'est des tout petits logements que si ce sont des grands logements. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
la façon de décliner l'ensemble des logements n'ayant pas été décidée à ce stade du projet. Et je pense, alors nous à la base, on est aussi des pédagogues. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce genre de projet, c'est que ça permet aussi de comprendre, par exemple, la temporalité d'un projet, à quel moment telle ou telle chose se décide, et de comprendre qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on n'apporte pas des éléments qui ne sont pas de l'ordre de la censure ou de la non-transparence, mais qui sont de l'ordre de, à ce stade du projet, on n'a pas encore la répartition de l'ensemble des logements, et donc on ne sait pas quel nombre de logements. Mais juste pour clarifier sur la question de la charte dit plutôt la façon dont les groupes vont se réunir, vont discuter, vont contribuer au projet. La charte, elle n'a pas du tout vocation à effectivement répondre au projet. Si on remet la diapositive avec le comité, la charte, elle a vocation à préciser la façon, la charte, elle a vocation à préciser la façon dont la concertation, à travers cette commission d'aménagement, va venir intégrer un certain nombre des avis des citoyens pour venir enrichir le projet. Par contre, la charte, elle ne précise absolument pas les questions. La charte, ce n'est pas le cahier des charges du projet. Par contre, la charte, elle précise la façon dont la réflexion des citoyens va venir enrichir le projet et donc le cahier des charges du projet. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc ça veut dire que les groupes de travail préciseront le cahier des charges. C'est-à-dire que si je ne sais pas, vous nous dites que c'est... Très très concrètement, c'est la commission d'aménagement du quartier de la cave de Poussan qui va préciser le cahier des charges, et parmi les éléments qui l'amèneront à préciser les choses, il y a les propositions de chacun des groupes de travail qui seront apportées. Excepté que vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y aurait des éléments de contrainte, alors notamment économiques, etc. Ces éléments-là, ils seront connus à quel moment ? Pour que vous puissiez nous dire, là, c'est pas la peine d'y travailler parce que économiquement, ça vaut pas le coup. Voilà, qu'on sache comment. Ce que je vous ai dit, c'est qu'il y aurait, et je donne la parole c'est qu'il y aurait un aller-retour entre chacun des ateliers et l'aménageur et l'architecte pour voir, parmi les pistes qui sont évoquées, lesquelles ont vocation à éventuellement être mises en œuvre et donc à être creusées, et lesquelles sont, au titre de ce projet-là, des voies sans issue. L'idée étant, vous savez, il y a une formule que j'aime beaucoup qui est la dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est coche toujours. L'idée c'est pas d'être dans une opération démagogique qui consiste aux gens, vous pouvez discuter de tout, vous allez faire remonter des choses à la commission d'aménagement, et puis finalement la commission d'aménagement dira ça c'était pas possible. Vous savez, c'est un peu comme la non-sélection à l'entrée de l'université. Soit on dit qu'on fait pas de sélection à l'entrée de l'université, mais si juste après, finalement, les gens se trouvent dans des voies sans issue, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc la question, et là je le dis vraiment en tant qu'en charge de la concertation, avec une déontologie, en tant qu'animateur de la concertation, dont le rôle est de favoriser la transparence, mais dont le rôle est aussi de faire en sorte que lorsque des gens réfléchissent sur un projet, leur temps soit du temps réellement valorisé, et qu'ils ne réfléchissent pas sur des choses, qu'on ne les laisse pas se réfléchir sur des choses qui, de toute façon, sont de la perte du temps autour du projet. Pour moi, ça fait partie de mon rôle et de ma déontologie, après avoir accompagné une bonne cinquantaine de projets de concertation, que d'identifier les marges de manœuvre du projet pour réellement mettre en œuvre l'intelligence collective sur ces marges de manœuvre du projet. Justement, dans le droit fil de ce qui vient d'être dit, l'accompagnement de l'architecte, c'est lorsque le groupe de travail émet un certain nombre d'idées, c'est avant le mois de septembre ou octobre, c'est d'avoir pu vérifier que les éléments intéressants qui ont été sortis, etc., sont compatibles, il y a des problèmes techniques, réglementaires, etc., etc., et pouvoir dire ça c'est tout à fait réalisable, ça rentre dans tout, c'est conforme à tous ces éléments-là, ou des éléments qui ne pourront pas être pris en compte parce que ne serait-ce que la réglementation technique des bâtiments ne le permet pas. Voilà. Et juste en termes de méthodologie, dans ces ateliers, on aura un représentant du cabinet d'architectes pour, là aussi, dire assez vite, ça c'est une piste qui vaut la peine d'être creusée
parce que c'est des choses dont on peut imaginer, parce que par rapport à l'habitude qu'on a des projets, par rapport à l'expertise d'un recensement de projets à l'échelle nationale, on sait que c'est des pistes qui ont la possibilité d'être mises en œuvre, et puis d'autres pistes sur lesquelles il pourrait y avoir une réponse de type ça, la législation ne permet pas de l'imaginer aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Bonjour. Écoutez, moi je voulais vous dire, je suis Véronique Liaudy-Barré, j'habite à l'angle, à l'ancienne distillerie, là, sur la route de Sète. Je voulais vous dire que votre projet est très intéressant, que si vous arrivez à garder cette idée de ligne verte, etc., ça sera super. On a déjà eu un projet sur Poussan à cet endroit-là, qui était effarant, avec parking et tram en peigne d'immeubles, etc. Là, vous avez une vraie démarche de qualité environnementale. Mais je voudrais quand même rappeler au niveau des écoquartiers qu'on est à 500 mètres de l'autoroute, qu'on a une pollution très importante. On a la carrière, un air très empoussiéré. Donc ce mot fait rêver d'une vie saine, etc. Moi, quand j'ai acheté la distillerie, j'ai pleuré. Il y avait les camions, la circulation. Je pensais venir à la campagne, j'arrivais de Montpellier. En fait, il faut quand même prendre cette notion de l'environnement qui n'est pas si facile et vraiment le prendre en compte, que ce soit dans les ouvertures. Et la qualité de l'air, vraiment, vraiment, laisse à désirer. Donc, tout ce qui est végétalisation, moi, je vous remercie vraiment d'y penser. J'ai moi-même de très, très beaux arbres. Et je voulais faire aussi un petit guillemet sur cette notion de patrimoine que vous avancez pour la cave coopérative. Et moi, j'aimerais bien qu'on l'étende un peu plus, en sachant que cette entrée de ville et cet angle, c'était l'ancienne zone industrielle de Poussan, en quelque sorte. Vous aviez la coopérative, une tuilerie industrielle, et la distillerie dont je suis la propriétaire. Voilà, donc le patrimoine, moi je vois GGL, j'ai vu passer vos projets, de démolition totale, notamment de ma cuve et compagnie, là, ça m'a un peu traumatisé. Donc, élargissez un peu cette notion en prenant en compte ce qu'il y a autour. Il y a des choses de qualité, et vouloir refaire des maisons mitoyennes, des petits terrains, etc., il faut quand même faire attention. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont mis en place des choses pour avoir une qualité de vie, et de s'appuyer sur le PLU qui dit qu'on peut monter à des bâtiments R+2, par exemple, à certains endroits de le chemin de la coopérative, c'est sûr que pour les autres riverains, ça va être abominable. Donc prendre des mesures. Bon, j'ai bien compris, en tout cas, au niveau des logements, vous n'avez pas intérêt à vous ouvrir de ce côté-là, etc. Mais prendre la mesure de ce quartier qui existe. Vous en parlez beaucoup. Je vois qu'il y a des gens qui sont très mécontents, qui du coup renient votre projet, alors qu'il a d'énormes qualités. Moi, je suis architecte aussi. Et je vous le dis parce que vraiment, ça me touche. Et pas nier ce projet, parce que vous pouvez vous retrouver avec d'autres choses à cet endroit-là, abominables. On a failli, hein. Voilà. Donc, merci et gardez la... Juste un point, madame. Juste un point. J'espère que vous êtes inscrit dans un des ateliers. Oui, je vais. C'est parfait. Donc, et mon mari aussi. On aura le plaisir de converser sur, voilà. Sur ces aspects-là. Ce que je peux vous dire en réponse au souci de l'acceptabilité du projet par rapport aux riverains, etc., l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure sur Saint-Gély-du-Fesque, l'ensemble, un par un, des propriétaires, et même parfois 2 ou 3 propriétaires ensemble qui se connaissaient, etc., nous avons passé des heures à bien montrer les incidences que pouvait avoir leur projet sur leur quotidien. Nous avons même fait des films vidéo pour le montrer, comment est-ce que le soleil allait se faire, etc., etc. Vous connaissez le système. Ouais. Et donc, on a même modifié certains emplacements de bâtiments pour cette concertation. Parce que là, nous faisons une concertation générale au début du projet, mais lorsque le projet va être plus abouti, il faudra faire une concertation beaucoup plus précise avec chaque riverain pour que le projet corresponde bien à leur attente. Moi, je ne suis pas limitrophe, mais je sais qu'il y a des projets de vente, etc., qu'il y a eu des projets de la part de GGL. Vous, M. Garcia-Diaz, je trouve que vos projets sont très intéressants. Je vous fais entièrement confiance, en qui je peux avoir confiance, et au promoteur qui a fait effectivement des propositions que j'ai trouvées un peu radicales, donc je voulais le dire. Tout est patrimoine, là, puisque la tuilerie, distillerie, etc., ça faisait quand même partie du centre commercial de notre... Merci, donc on compte sur vous dans l'atelier autour du patrimoine pour étendre la notion de patrimoine.
J'espère que cette soirée vous a permis d'avoir en tout cas un éclairage sur ce projet, de savoir beaucoup plus à la fin de cette soirée ce qu'est ce projet, ce qu'il recoupe, la façon dont la concertation sera mise en œuvre et dont vous pourrez y participer. Je vous remercie infiniment de votre participation. J'espère, juste pour faire un relais à ce qu'a dit Monsieur Garcia-Diaz, qu'effectivement, on aura, après-demain, de la concertation sur le site, mais lorsqu'il y aura des habitants. C'est-à-dire, effectivement, lorsque des gens qui seront des futurs usagers du site, du quartier, viendront dire, mais nous, ce dont on a besoin, c'est effectivement d'espace pour les enfants, d'espace pour les chiens, d'espace végétaux, et ainsi de suite. Donc, finalement, ce dont on s'aperçoit de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui, la participation, c'est quelque chose qui vient bonifier le projet à tous les stades, que ce soit dans sa conception ou que ce soit dans la façon d'habiter. Parce que finalement, ce qui compte surtout dans la construction d'un quartier, c'est comment est-ce que les gens vont y vivre, comment ça va contribuer à la commune, et ainsi de suite. Peut-être, Madame le maire, un mot de conclusion ? Merci déjà pour la présentation. Moi, tout ce que j'espère, c'est que à la suite de cette réunion, vous appréhendez mieux le pré-projet qui vous est proposé, que vous comprenez mieux aussi notre démarche, la démarche qu'on veut mettre en place sur ce projet-là. Donc, effectivement, oui, on vend le site de la cave coopérative, mais par contre, il est vraiment à co-construire ensemble, et j'espère que vous l'avez compris ce soir. Que si vous avez besoin d'explications supplémentaires, vous n'hésitiez pas à prendre rendez-vous avec moi et avec l'équipe. On vous recevra sans aucun souci, avec grand plaisir. Et voilà, je répondrai à vos courriers, il y a toutes vos questions, il n'y a pas de problème. Voilà, en tous les cas, tout ce que j'espère, c'est qu'on redonnera vie à ce quartier de façon à ce que les habitants ils puissent y trouver un meilleur cadre de vie, et que ce site emblématique de la commune retrouvera, sa vie qu'il avait avant sur cette grande place, devant ce parvis, devant cette façade, parce que il y avait le travail à l'intérieur, mais il y a toute la vie qui se passait devant. Et donc l'objectif, c'est de recréer avec vous cet espace de vie, et pour redonner vie à ce quartier et faire renaître un petit peu toute l'histoire de ce qu'il y a pu y avoir sur ce site. Voilà. En tous les cas, je vous remercie de votre présence, pour toutes vos questions, pour votre attention, et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup.